Dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, tels sont les principes sur lesquels il a toujours exercé ses fonctions depuis 1981. Qu'est donc un pays sans justice et que peut être une justice sans avocat? Vous l'aurez donc compris, nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui s'est fait un nom et qui n'est plus à présenter dans le milieu judiciaire de Saint-Louis. Mais comme tout bon citoyen, conscient de sa part de responsabilité dans le processus de développement de son pays, il ne s'est pas cantonné à son métier d'acteur judiciaire. Ancien député, il a été président de la Fédération sénégalaise de football, membre du comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire de Genève et actuellement secrétaire général de la Convergence pour une nouvelle citoyenneté. Nous recevons aujourd'hui Maître Alioune Abatalib Gueye. Bonsoir, Maître. Pour être complet, parce que c'est des qualités auxquelles je tiens énormément, parce que c'est ce qui me rattache aussi à Saint-Louis, président de la Linguère de Saint-Louis pendant au moins 10 ans, président de la Ligue de football de Saint-Louis avant d'être vice-président puis président de la Fédération sénégalaise de football. Et ensuite, conseil municipal, adjoint au maire sous le règne de Ousmane Masseck Ndiaye et actuellement conseil municipal à la mairie de Saint-Louis. Merci Maître pour cette présentation beaucoup plus exhaustive que la nôtre. Maintenant, ce serait une offense pour nous de vous demander encore de vous présenter parce que tous Saint-Louisiens vous a entendu parler de votre nom ou vous connaît. Donc seulement nous allons vous demander de saluer nos internautes qui suivent toutes nos émissions sur notre chaîne d'Avani Info. Je commencerai d'abord par vous saluer, vous remercier, vous, de Saint-Louis, Ndarragne Info. Et le nom constitue pour vous un sacerdoce et un défi. Parce qu'en définitive, c'est un concept qui a été galvaudé, qui a été créé, qui a été soutenu, et c'était toute sa vie. Feu Golbert Diagne, l'icône de Saint-Louis, que nous ne cessons de pleurer, qui a été tout pour nous, un modèle, et qui avait créé au niveau de sa radio Ndarragne, qui est un concept extrêmement important. Vous vous appropriez ce concept et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut vous dire, c'est de mériter ce concept parce que ça concerne un tout, c'est-à-dire Saint-Louis Lumière, Saint-Louis Vérité, sans parti pris, rien que pour Saint-Louis. Et c'est en cela que je salue l'ensemble des internautes qui nous suivent en souhaitant que tout ce que nous dirons, sans passion, peut-être parfois avec passion, parce que nous aimons Saint-Louis avec passion, qu'ils comprennent que c'est uniquement dans le sens de contribuer avec vous au développement de notre chère ville. Merci. Vous parlez déjà de Feu Alioune Badara Diagne Golbert, qui est un modèle, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui encore, le Sénégal vient de perdre un de ses plus grands hommes, le professeur Iba Der Thiam. Quel mot avez-vous à dire par rapport à cet homme? J'ai eu la chance de le côtoyer. J'ai eu aussi la chance d'avoir partagé avec lui l'Assemblée nationale. Mais avant qu'il ne connaisse pas le professeur Iba Der, pour ce qu'il a fait pour l'éducation, pour ce qu'il a fait au niveau de la politique, de sorte que c'est une grande perte pour le Sénégal, c'est encore une icône qui part, mais il nous laisse un héritage extrêmement fertile. Vous avez vu, même lorsqu'il a, pour écrire l'histoire de l'Afrique, il a été coopté de par sa vaste connaissance des hommes de son pays et de l'histoire. Vraiment, nous souhaitons à ce que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci, Amine. Maintenant, nous allons tout de suite attaquer le but de l'émission. Actualité oblige, l'épidémie du coronavirus, on en parle. Cette épidémie a fini par envahir le monde et n'a pas épargné notre pays, le Sénégal. Quelle lecture de manière globale pouvez-vous faire de cette épidémie? Mais cette épidémie, pour tout croyant, est une malédiction divine. Et toute
Parce que ce n'est pas la première fois. Toutes les fois que nous, mortels, oublions Dieu, Dieu se rappelle à nous et par de tels phénomènes. Et pour vous dire qu'il y a les pays les plus développés que le Sénégal, qui ont plus de moyens que le Sénégal, dont la santé est plus pointue que le Sénégal, qui, de par leur individualisme, par leur manière de vivre, peuvent respecter les mesures barrières, peuvent être facilement confinés. Dans ces pays, qu'est-ce qui se passe? Malgré toutes ces mesures, il y a encore une flambée des cas du coronavirus. Lorsque, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, ou de par notre manière de vivre, parce que nous sommes tous autour du bol, tout de suite nous nous sommes serrés la main, parce que ça fait partie de notre tradition. Ou par rapport à nos écoles, par rapport à nos marchés, par rapport à nos mosquées, par rapport à nos églises, de fait, nous ne respectons aucune mesure barrière. Ceux qui portent maintenant les masques sont minoritaires. Et pourtant, Dieu, dans son infime bonté, a fait en sorte que nous, qui aurions dû disparaître, parce que si, en définitive, nous ne respectons aucune mesure barrière, je dis non seulement actuellement, je ne dis même pas ça acharné, mais les cas ont reculé. Il y a eu le Gamou avant, il y a eu le Magal. Tout le monde avait peur, mais en définitive, on a vu quand même que les cas reculent. D'abord, il faut faire, pour tout croyant, une lecture. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est que Dieu, qui nous a envoyé cette malédiction, puisse l'enlever. Et ensuite, qu'on continue, qu'on essaye, je dis qu'on essaye parce qu'on ne le fait pas assez, qu'on essaye de respecter les mesures barrières, qu'on essaye, n'est-ce pas, de respecter ce qui est édicté par les sanitaires, par les autorités, étant entendu que c'est une maladie qui a une pandémie qui a bouleversé l'économie, qui a appauvri en définitive toute l'humanité. Et justement, par rapport à l'impact de cette épidémie, comment jugez-vous ou quelle appréciation pouvez-vous faire de la gestion de cette crise par l'État du Sénégal? Je dis, l'État a essayé de faire, mais je dis, nous n'avons pas assez de lits. Nous n'avons pas assez de... L'école, il y a, et nous verrons pour le cas de Saint-Louis, beaucoup de classes qui ont disparu. Donc les élèves sont encore beaucoup plus nombreux dans les classes lorsque les parents n'ont pas les moyens de payer tout le temps des masques. Mais des efforts ont été faits. L'État a essayé d'édicter par rapport à ses moyens. Remercions le bon Dieu, surtout ça, d'avoir fait que cette pandémie, malgré la faiblesse de nos moyens, n'est-ce pas, n'ait pas pu, n'est-ce pas, atteindre des dimensions vraiment qui nous auraient permis d'avoir encore plus peur. Donc vous pensez que le fait que le nombre de cas ne soit pas nombreux, c'est dû à la volonté divine, mais pas à la gestion de l'État? Oui, parce qu'en fait, est-ce que notre État a les mêmes moyens que la France, a les mêmes moyens que les États-Unis? On n'a pas développé que les mêmes moyens, que ce soit du point de vue des masques, que ce soit, comme tu dis, du point de vue des mesures barrières. Pourquoi? En ce qui concerne le confinement. Mais voyez, en définitive. Donc, nous n'avons pas ces moyens. L'État a fait de son mieux par rapport à ce qu'il est. Mais je dis que c'est aussi la volonté de Dieu qui a fait que pour un pays, mais un pays petit par la taille, mais grand par ses croyances, par ses hommes de Dieu, qui font qu'en définitive, n'est-ce pas, avec les prières et tout, Dieu a fait dans sa mansuétude que nous ne puissions pas rencontrer des cas à un niveau qui puisse nous alarmer. Comment avez-vous vécu l'état d'urgence, le confinement, le couvre-feu, tout cet arsenal que l'État a mis à disposition pour lutter contre la COVID-19? Oui, mais ce sont les mesures classiques qui ont été prises dans tous les pays. Et il fallait le faire. L'État l'a fait. Mais comme
vouloir dire que ce sont ces mesures qui sont créé le résultat que nous avons, je dis que moi, en tant que croyant, ça a contribué, mais d'une façon minime, dans la mesure, comme je l'ai dit, nous n'avons même pas les moyens humains en termes de médecins, nous n'avons pas les moyens matériels en termes d'hôpitaux, en termes, n'est-ce pas, de matériel, pour pouvoir vraiment, si ce n'est que pour répondre avec les moyens qu'il faut à cette pandémie, on ne peut pas arriver là. Maintenant, plus de 6 mois après la première vague de cette épidémie, que faut-il faire maintenant? Ce qu'il faut faire, moi je dis que c'est encore continuer à prier, mais aussi prendre les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent d'abord, c'est de faire en sorte que les cas importés puissent cesser. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup passent par l'aéroport. Donc il faut qu'on mette toutes les mesures de douane pour éviter à ce que les cas soient importés. Parce que si les cas ne rentrent pas, nous avons peu de cas et un taux de guérison très acceptable. Mais dans ce cas-là, la maladie va disparaître. Merci, votre point de vue a été assez clair. Donc, ces derniers temps, nous avons noté une recrudescence de l'immigration clandestine avec beaucoup de morts, notamment ici à Saint-Louis. Comment avez-vous vécu ces moments? Mais ce n'est pas une surprise. Malgré que c'est douloureux, et nous compatissons et regrettons la mort douloureuse par noyade, surtout d'une frange importante de notre population, parce que ce sont nos jeunes. Et on peut s'inquiéter, parce que si nos jeunes, tous partent, mais nous, qui prendra notre relève? Mais il faut faire une analyse froide de la situation. Parce qu'en fait, maintenant, qui part? Mais ça concerne qui? Il y a les jeunes. Mais ici, il y a les femmes, les jeunes femmes qui partent. Ils savent et ils sont conscients des dangers. Mais c'est parce qu'ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent aller chercher au niveau du Sénégal. Les mécanismes qui ont été mis en place, est-ce que ça soit le domaine agricole communautaire, les DAC, que ce soit FNPJ, ANPEJ, DER, c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes. Mais est-ce qu'on a évalué ces mécanismes pour voir, en définitive, si les cibles qui constituent d'abord la jeunesse, il y a eu une satisfaction? Parce que s'il y avait satisfaction, les gens ne seraient pas partis. Faut-il alors dire que l'État a échoué dans sa politique d'emploi des jeunes? Je dis que jusqu'à présent, l'État se cherche. C'est bon de mettre, parce que déjà le principe d'y penser et de mettre des mécanismes, c'est déjà quelque chose. Mais il faut les évaluer. Est-ce que les fonds qui ont été destinés aux jeunes ont été orientés vers les jeunes? Est-ce qu'on les a formés? Parce que tout le monde ne peut pas être commerçant. Tout le monde ne peut pas être chauffeur. Mais est-ce que, avec les jeunes, on a discuté avec les jeunes pour savoir en définitive, par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que si les gens, en définitive, pensent pour les jeunes et appliquent aux jeunes, déjà, il y a un échec. D'autant plus que parce que les jeunes ne se reconnaissent pas et ne se s'approprient pas par rapport à ça. Mais ensuite, ces fonds qui ont été dégagés, comment ça a été utilisé? Mais il faut, en définitive, que les gens puissent nous éclairer. Parce qu'en définitive, à ce que l'on sache, même ici à Saint-Louis, mais qu'on compte le nombre et qu'on identifie à qui ces fonds sont partis. Et très souvent, par rapport à c'est une distribution partisane. Ce ne sont pas des véritables cibles, mais c'est uniquement dans le cadre d'une politique partisane, n'est-ce pas, qu'on donne à des gens parfois qui n'en ont même pas besoin et à des fonds perdus parce qu'ils utilisent à autre chose que pour, n'est-ce pas, dans le cadre de l'emploi des jeunes. Faut-il donc s'inquiéter des fonds destinés à l'emploi des jeunes? Mais bien sûr, d'autant plus que
où sont les 100 milliards que la communauté européenne, que l'Union européenne a donné dans le cas pour lutter spécifiquement contre l'immigration clandestine? Où est passé cet argent? Qu'a-t-on fait de cet argent? Lorsque, par rapport à les jeunes s'activent vers quoi? Si c'est le cas de Saint-Louis, spécifiquement par rapport à la pêche. Mais faut-on l'état des lieux de la pêche à Saint-Louis? Mais c'est le poumon de l'économie de Saint-Louis. Nos côtes sont pillées et continuent d'être pillées. On distribue les licences de pêche à des sociétés étrangères avec des bateaux étrangers qui ensuite non seulement amènent le poisson au niveau de leur pays et vendent ailleurs, mais aussi l'argent reste dans leur propre pays. C'est de la faute de l'État donc. Mais c'est un gâchis. C'est un gâchis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait ce qu'on appelait les bateaux marins, qui faisaient amener 250 jeunes au niveau pour chaque bateau. 10 bateaux, ça faisait combien? 2500 qui trouvaient du travail et qui revenaient avec des sommes importantes qui étaient investies ici. Mais ces bateaux n'existent plus. On les a barrés pour maintenant amener à la place de qui favoriser ces licences pour des bateaux étrangers. Mais ces jeunes qui ne demandent qu'à travailler, vont-ils accepter de vivre toujours au crochet de leurs parents? D'autant plus que pour ceux qui sont déjà partis, pourquoi ça s'est multiplié? Parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà partis, qui sont arrivés, et qui demandent de venir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Maintenant, où sont nos gardes-côtes? Mais ceux qui sont partis ont pris la mer. Si c'était les mêmes mesures qu'on avait prises pour les retrouver aujourd'hui, mais en ce moment, peut-être ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Mais ils étaient en pleine mer. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils communiquaient. Internet oblige avec ceux qui étaient là. Ils arrivent. On les utilise même dans les champs de vignes. Et qu'est-ce qui se passe après? Au bout de 2 mois, ils ont 1 million 500 000. Ils envoient 500 000, 1 800 000 à la maison. Leurs frères qui sont là, qui vivent la galère, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont motivés. Écoutez, nous sommes motivés pour partir. Il fallait motiver les gens pour qu'ils restent ici, pas pour les motiver pour qu'ils partent. Maintenant, comment faire pour les motiver? C'est ça la question. Mais le problème, c'est que si on n'a pas une politique d'emploi de jeunes qui tienne compte des préoccupations des jeunes, rien ne les empêchera. Parce que c'est une question de dignité. Ils préfèrent mourir dans la dignité que de vivre dans l'indignité. Et l'indignité, ce n'est pas pire lorsque vous dites restez au Sénégal. Restez au Sénégal. On va vous distribuer des permis de conduire. Mais tout le monde ne peut pas être chauffeur. Mais dans ce cas-là, il n'y aura que des accidents. Il n'y aura que des accidents. C'est-à-dire une politique hardie. Il faut penser. Et à quoi faisant? Au niveau de chaque ville, il faut voir qu'est-ce qui est possible de faire. Parlons du cas de Saint-Louis. Comment pouvez-vous concevoir que la pêche, il n'y a pas, par rapport aux produits dérivés, par rapport au métier de la pêche, qu'il y ait des centres de formation pour ça? Comme j'ai l'habitude de le dire, le yaboui, nous, à un certain moment, vous allez au niveau de la berge, c'est tellement invendu, n'est-ce pas, que les pêcheurs les jettent. Mais lorsque nous, le thon, mais chaque matin, parfois même pour le dîner du soir, c'est ce que nous utilisons. Et on n'est même pas capable d'avoir une usine ici qui puisse traiter ça. Et ça ferait combien d'emplois pour les jeunes? Et ensuite, par rapport aux filets, par rapport au matériel, pourquoi on ne créerait pas une usine qui puisse les fabriquer, emploi, et ça permet au moins aussi, n'est-ce pas, à ce que les fonds ne vont pas à l'étranger, mais restent ici. Pour ce qui concerne les machinistes agricoles, ici aussi, avec la vallée, c'est l'agriculture. Pourquoi
pourquoi on ne créerait pas, en définitive, des centres qui permettraient à ce que non seulement on puisse les créer ici, mais permettre d'absorber par la formation, n'est-ce pas, les plus jeunes. Ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école, on les enverrait en formation. Maître, vous êtes conseiller municipal. Est-ce que ces idées-là sont débattues au niveau du conseil? Je vais vous dire une chose. Vous savez, le conseil municipal de Saint-Louis que je connais le mieux, et certainement les autres conseils municipaux, fonctionnent un peu comme l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? C'est une majorité qui décide. Et lorsque vous n'en faites pas partie, à moins que les informations que vous aurez uniquement au niveau des réunions, on ne vous demande pas votre avis. Et à la limite, on vous impose même ce qu'ils ont décidé en catimini. De telle sorte que, lorsqu'on gère une ville, on n'écoute pas la population de cette ville. On ne va pas vers la population de cette ville. On ne les interpelle pas. On est dans son bureau et on réfléchit pour ça. Vous passez toujours à côté. Mais quelle est la solution? Et ce n'est pas l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse respecter, appliquer les principes de la décentralisation. C'est-à-dire gérer avec les populations, pour les populations. Une démarche participative. Parce qu'il y a énormément de choses. La gestion des ordres, tout cela. Si nous n'impliquons pas les jeunes, si nous n'impliquons pas les populations, nous ne réussirons rien du tout. Parce que pour preuve, si chaque matin, n'est-ce pas, on balaye et on fait la collecte des ordures pour les parties les plus visibles de Saint-Louis. Je ne parle pas là où se trouve vraiment le commun du Saint-Louis. C'est-à-dire, Ganaura et tout cela, on ne fait rien pour eux, on les laisse patauger dans les eaux nauséabondes et les ordures. Je dis que là. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient, mais 5 minutes après, dès que la voiture part, les ordures reviennent. Or, ces ordures viennent d'où? De nos maisons. Ces ordures viennent d'où? De nos rues. Ces ordures viennent d'où? De nos quartiers. Au lieu de laisser à ce qu'on vous amène des ordures là-bas, le problème qu'il faut les faire, c'est en fait, il faut aller chercher ces ordures dans les quartiers. Si on organise les jeunes, les GIE, est-ce qu'on en a fait l'évaluation pour continuer? Comme ça se fait un peu partout. Financer ces jeunes, leur dire que, écoutez, vous connaissez mieux le quartier. Nous allons en définitive faire en sorte que chaque quartier, les sachets noirs en plastique, comme en Europe, on discute au niveau de les maisons. On dit qu'à 19h, écoutez, chaque famille va sortir son sac. Et ces jeunes vont porter ça à un point P que la mairie dira. Donc la mairie ne fera que le collecte. Et en contrepartie, au lieu d'utiliser cet argent, n'est-ce pas, à appeler un Youssou Ndour, à appeler un Wally Seck, pour des 31 décembre, pour s'amuser, si on distribue à des jeunes, faire en sorte qu'en plus, une partie, n'est-ce pas, du budget qui sert au nettoiement, mais ça leur permettrait, non seulement on atteindrait les résultats escomptés, mais on ferait en sorte que les jeunes puissent s'impliquer. Parce que ce qui est sûr, vous les jeunes, si, pour preuve, dans le quartier, si vous faites des journées de 7-7 ans, tout le monde s'investit et vous amenez votre propre contribution. Parce que là, c'est votre citoyenneté dont on fait appel. Mais je vous dis que vous tous, si on vous amène à la place Ferro, on vous dit qu'on vous paye pour 50 000 pour balayer, vous allez nous insulter. Mais c'est une question de démarche citoyenne. Les gens sont prêts à ça, mais faut-il qu'on puisse les, n'est-ce pas, intéresser dans la gestion communale. Regardez ce qui se passe. J'ai l'habitude de dire que vous aviez vu, même si c'est la pluie, c'est Dieu, mais il faut prévenir. Mais ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui s'est passé récemment avec les inondations? Pourquoi? Parce que les quartiers les plus populeux de Saint-Louis ne sont pas assainis. Et pour dire que nous
notre maire a été ministre de l'assainissement et avait donné, n'est-ce pas, l'ONAS à un de ses amis. On ne devrait même plus parler d'assainissement au niveau de Saint-Louis. Pendant 6 ans, on ne devrait même plus parler d'assainissement de Saint-Louis. Mais c'est pour vous dire que la population n'est pas impliquée. Et nous, qui sommes à Saint-Louis, qui ne sortons pas à Saint-Louis, quel que soit Alpha, nous sommes des valeurs pour Saint-Louis. Parce que c'est Saint-Louis qui a fait de nous ces valeurs. Mais nous ne sommes pas associés. Or, nous, au moins, nous avons cet avantage d'être avec les populations, mais de vivre comme les populations ce qui se passe à Saint-Louis. Merci, maître. Nous avons donc un problème de gestion, de leadership, si je comprends bien. Maintenant, nous allons faire une transition pour parler de votre carrière politique. Vous avez soutenu le candidat Madické Niang lors des élections passées. Comment avez-vous vécu ces élections? Voilà. D'abord, il faut que vous sachiez que moi, je suis entré par effraction dans la politique. Ce n'était pas ma destinée. Mais vous êtes juriste par effraction. Mais c'est-à-dire, ce n'était pas la destinée, ce n'était pas mon destin. Et c'est parce qu'en fait, lorsque j'ai terminé mon stage d'avocat, je suis rentré à Saint-Louis en 1984. Ça fait maintenant un bon bout de temps. Je ne suis pas sorti de Saint-Louis. J'ai une fonction éminemment sociale, donc je connais Saint-Louis. Le président Chimère, qui était le maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diop Chimère, m'avait côtoyé parce qu'il faisait avec le PS les jeunes cadres, avec Foumi Defal, n'est-ce pas, Ousmane Khan, etc. Il voulait, parce que c'était le nom de mon père, il voulait me coopter pour. J'ai dit, niet, moi je ne fais pas de la politique. En ce moment, c'était le sport. Je vous ai dit que j'étais d'abord vice-président de la Ligue de football, président de la Ligue, et ensuite président de la Linguère. J'ai été comme tout le monde président d'une équipe navétane, et je vais vous dire, nous sommes les précurseurs du basket navétane à Saint-Louis. Avec mon ami Madické, vous le citez, je reviens. Donc, à partir de ce moment, je ne voulais pas. C'est Ousmane Masseck, pour moi, le meilleur maire de Saint-Louis. Et je l'assume, le meilleur maire pour Saint-Louis. Parce qu'en fait, pour ce qu'il a fait, et ce qu'il voulait faire, et beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, faisaient partie de son programme, et les esquisses, c'est lui qui les avait commencés. En 2002, lorsque l'alternance venait d'arriver avec Abdoulaye Wade, lui, il était candidat à Saint-Louis. Il est venu me voir pour me coopter en tant que membre de la société civile. C'est comme ça. Ensuite, j'étais adjoint au maire. Mais lorsqu'on parcourait les situations pendant les campagnes, c'est là où j'ai vu appréhender les besoins de cette population. Les femmes, etc. Donc moi, j'ai commencé à créer des groupements féminins. Et j'avais même créé une mutuelle avec 25 millions que le président Wade m'avait offert, que j'ai donné aux femmes pour qu'on commence. Alors, c'est comme ça. Après, ce sont ces femmes, à un certain moment, qui me disent que, écoutez, maître, vous êtes toujours là, vous êtes avec nous, écoutez, pourquoi vous n'entrez pas dans la politique? Parce que la politique n'est rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire, tel que nous le comprenons, une politique éminemment sociale. Et c'était le piège. Je suis rentré pour ne plus en sortir. Maintenant, pendant ces présidentielles, j'ai porté, et je fais partie des précurseurs de ceux qui ont suscité la candidature de Maître Madické Niang. Nous avons même vu que vous aviez dit que même si Karim Wade n'est pas candidat, il faut une alternative. Le candidat alternatif. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en définitive. Qu'on le veuille ou non, le président, moi je disais toujours que le président Abdoulaye Wade, Macky Sall, est celui qui a le plus, n'est-ce pas, pris de Abdoulaye Wade en matière politique. Surtout le caractère vicieux de la politique. Parce qu'en définitive, qu'on le dit ou non, si Macky Sall n'est pas allé au deuxième tour, mais c'est parce qu'Abdoulaye Wade n'a pas voulu qu'il y ait et qu'il y ait un candidat issu du Parti démocratique sénégalais. Parce que qu'on ne me dise pas, le Parti démocratique sénégalais,
ils sont tellement attachés à Wade que vous ne me dites pas qu'il n'y a pas 10% de l'électorat qui aurait suivi ce que Wade a dit. Et ça suffisait pour aller mener Macky au deuxième tour. Mais ce qui s'est passé, tout ça, réel politique, mais vous avez vu ce qui s'est passé ensuite. Et mon ami Madické Niang incarnait cela. Alors c'était le cheveu dans la soupe, parce que sa candidature a dérangé. C'est pourquoi on a entendu le président Wade qui disait votez, mais ne votez pas pour Maître Madické Niang. Hein? Qu'on a essayé de le diaboliser, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il a fait pour la famille Wade, etc. Donc, moi, j'ai une considération et un attachement indéfectible au président Abdoulaye Wade. Au président Abdoulaye Wade. N'est-ce pas? Je me suis toujours réclamé Wadiste parce qu'en définitive, pour son parcours, pour ce qu'il a fait pour le Sénégal. Et je continue, n'est-ce pas, à avoir les mêmes sentiments pour lui. Mais je n'étais pas pour tout ce que représentait le PDS. Que le PDS et le PS ne puissent pas avoir, n'est-ce pas, de candidats aux élections présidentielles. Mais surtout en ce moment, le PDS. C'est pourquoi je disais au président Madické, parce que je croyais au début, avant que les cartes ne soient pas pour qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, pourquoi le président Wade refusait une candidature alternative, d'autant plus qu'on avait dit pas une candidature de substitution, mais une candidature alternative. Si Karim ne peut pas partir, qu'il y ait au moins quelqu'un, et ce quelqu'un, n'est-ce pas, personne n'était mieux placé que pour que le président Madické Niang. Donc, pour toutes ces raisons, mais aussi une raison, mais le président Madické Niang est mon ami d'enfance. Nous avons tout partagé. Et si je vous dis que nos deux épouses sont des sœurs germaines, vous entendez tout ça, son fils Alé Niang, c'est mon homonyme. Parce que Alé, c'est mon nom usuel de famille, etc. Alioune Abatali, mais c'est... Vous, Saint-Louis, vous connaissez mon fils Madické aussi, qui est actuellement qui est au Canada, qui vit au Canada. Donc, nous avons tout partagé. Et aussi pour ces liens, mais moi, aussi par devoir, par conviction, d'accord, mais par devoir, je me devais, n'est-ce pas, d'être le premier à le soutenir. Et je fais partie de ceux qui ont boosté sa candidature en lui disant qu'il faut que tu te présentes. Parce que lui, jusqu'à la dernière minute, il ne voulait pas aller en contradiction avec les vœux du président Abdoulaye Wade, pensant que ce dernier allait reculer pour dire que, écoutez, je suis d'accord, comme vous le dites, pour la candidature alternative. Mais l'essentiel, c'était par principe, qu'il pose ce principe, qu'il se présente. Et l'histoire semble lui donner raison aujourd'hui, parce qu'en définitive, tout ce qu'on espérait ne se fera pas. Le président Macky Sall, lors 2024. Et à partir de ce moment, je dis que, pensez que dans ce cas-là, la seule chose qui puisse permettre à Khalifa Sall, qui puisse permettre à Karim Wade de se présenter, c'est-à-dire les laver des condamnations. Parce que ce sont ces condamnations qui constituent des obstacles. Il ne le ferait pas. Maintenant, avant d'arriver au cas de Karim ou de Khalifa, pensez-vous que les Saint-Louisiens n'ont pas bien soutenu votre fils lors des élections passées? Oui, mais vous savez, le président Wade, lorsqu'il parle, mais c'est quelqu'un, sa parole compte. Lorsqu'on diabolise Madické, disant que c'est un candidat de diversion créé par Macky Sall, tout cela. Il sème le doute. Et les Saint-Louisiens, n'est-ce pas, tiennent beaucoup aux valeurs. Mais s'il est diabolisé, et les gens, en définitive, se disent que si Wade l'a dit, compte tenu de leur proximité, si Wade n'a pas confiance, pourquoi nous aurions confiance? Donc Wade a été un obstacle pour la candidature du président Madické. Moi, je ne dis pas Wade, c'est Karim Wade, la candidature de Karim Wade, qui constituait l'obstacle. Maintenant, aujourd'hui, on a reçu l'information que le président Madické a cessé ses activités politiques. Maintenant, vous, comment allez-vous faire? Vous allez partir seul ou vous rangez derrière un autre leader? Non. Maître Madické Niang était candidat. Moi, j'avais créé un parti avant même que Maître Madické, qui était toujours au PDS. Moi, je n'ai jamais été au PDS. J'étais surtout un souteneur du PDS. Moi, j'ai ma voix. Et quelle est cette voix? Moi, ma voix,
c'est de continuer à servir d'abord Saint-Louis. Parce que je le dis, moi, je souhaite que le Sénégal soit prospère. Je souhaite que le département de Saint-Louis soit prospère. Mais dans cette prospérité, moi, je veux que Saint-Louis ait la plus grande part. Moi, je ne raisonne que pour Saint-Louis. Il faut que ça soit clair. Moi, mon destin s'arrête à Saint-Louis. Alors, quelles sont vos ambitions politiques pour Saint-Louis? Moi, vous savez, c'est une façon implicite de me poser ce que tous vos collègues posent, en me disant que, écoutez, vos ambitions, c'est quoi? Est-ce que maître est candidat? Voilà quand même la question que tout le monde se pose. Mais je suis cohérent dans ma démarche. Moi, je dis que je fais partie du décor de Saint-Louis, comme vous. Je souffre avec vous. Je ne me retrouve pas dans le camp des autres candidats. Parce que d'abord, moi je dis, sans parler de ma personne, ce à quoi je crois, je dis que le maire de Saint-Louis doit résider à Saint-Louis, doit passer ses 7 jours sur 7 à Saint-Louis. Parce que tout est priorité. Il faut qu'il soit là. On ne peut plus continuer à gérer une ville comme étant une activité de dimanche, lorsque vous, votre activité principale, vous passez ça de lundi à vendredi pour venir les week-ends si vous avez le temps. C'est pourquoi même les conseils municipaux, on les fait les vendredis. Donc, tout est priorité. Déjà par principe. Maintenant, je dis, moi, par respect aux Saint-Louisiens, et je dis, par rapport à mon passé et présent pour Saint-Louis, je suis prêt à être en face de tout autre candidat pour qu'on voit, depuis qu'on est né jusqu'à présent, comment nous avons servi Saint-Louis. Moi, je suis toujours à Saint-Louis, j'ai toujours servi Saint-Louis et je continue à servir Saint-Louis. Je n'ai pas besoin qu'on me présente, les gens savent, n'est-ce pas, ce que je vaux pour Saint-Louis et ce que Saint-Louis vaut pour moi. Donc, en termes de légitimité, nous avons tous là, en termes de personne n'est plus légitime que moi. Je dis qu'ils sont légitimes chaque pour se présenter. Mais nous n'avons pas la même voix. Man, par respect aux Saint-Louisiens, je préfère que les Saint-Louisiens plébiscitent un maire que de continuer à ce qui se passe. C'est-à-dire, j'appelle, écoute, tu me soutiens, après je pars, je te laisse sur place. Si je le dis, aujourd'hui, nous devons penser à un chef d'équipe, choisi par les Saint-Louisiens, par une équipe choisie par les Saint-Louisiens. C'est-à-dire en quoi faisant? Il faut qu'on cesse de coopter au conseil municipal des gens. Pourquoi? Parce que c'est mon parti, parce que ce sont déjà les mêmes résultats. Je vous dis ici que ce qui se passe au niveau du conseil municipal, vous pouvez avoir les meilleures idées. Vous venez, vous les défendez, vous dites, ils savent que c'est vrai, mais ils regardent le maire. Si le maire veut que tout le monde lève la main, il lève la main, même si cette décision n'est pas pour Saint-Louis. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, le pont Faidherbe a été vendu à 180 millions de francs. Moi, je suis, c'est-à-dire la ferraille du pont Faidherbe. Oui, je suis conseiller municipal, donc j'ai reçu le rapport. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces 180 millions? Mais elle nous dit que, écoutez, les 150 millions, nous allons réaménager l'entrée de Saint-Louis pour que ça soit beau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va faire en sorte pour faire mini-terrain basket, mini-terrain football. Mais j'ai dit d'abord, si la balle s'échappe pour aller sur la chaussée, c'est une route nationale, mais au lieu de balle, vous allez mourir. Et ensuite, est-ce que par rapport à la priorité de cette zone, où changent les tas d'immondices, les tas d'ordures, où il y a un problème d'assainissement, est-ce que ces gens-là, qui chaque matin quittent leur quartier, parce que ce sont des quartiers populaires, pour aller chercher de quoi manger, pour aller au travail, est-ce que ces gens, leur préoccupation, mais c'est de chercher une place où ils vont s'amuser. Mais avant tout, il faut manger, il faut se soigner. On aurait pris ça, on fait ça une école. Lorsqu'il y a déficit d'école ici, ou un dispensaire, ce serait mieux. Mais lorsque moi, j'ai dit que je n'étais pas d'accord, que je ne vais pas voter, pourtant, il y a des gens qui habitent cette zone qui disaient que non, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même parti.
Vous pensez que ça, c'est une priorité? Si on avait interrogé les gens de Pikine, Ganaura et tout, pour leur dire que qu'est-ce que vous voulez, ils vous auraient dit construisons une école, construisons un centre, ou bien achetons, à la limite, pour l'hôpital, un scanner. Vous avez assisté ces temps-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis allé pour accompagner, conduire un ami qui est venu chez moi, qui était diabétique, qui avait fait une crise. J'ai trouvé la famille d'un garçon qui a été poignardé vers Pikine là, qui a été poignardé, il y avait ses intestins qui étaient atteints. Mais il fallait l'amener, les parents l'ont amené à Louga pour qu'il fasse une radio. Mais il pouvait mourir en route. Mais ce garçon-là pouvait mourir en route. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc je dis qu'à partir de ce moment, que le problème, moi, la démarche que je dis, que si les Saint-Louisiens me font confiance, je dis, parce que moi, je ne vis que pour ça, c'est pourquoi je suis là. De tous les candidats, si, à part moi, les candidats, je dis, si aujourd'hui, tous avec moi, on nous dit que sortez, maintenant rentrez chez vous, rentrez dans vos maisons. Moi, même si vous me chassez, c'est ma voiture qui va revenir d'elle-même, parce que moi j'habite ici. Donc c'est pour vous dire qu'en définitive, Saint-Louis ne m'appartient pas. Vous avez tous votre part. Je dis que je préfère. Si Saint-Louis me plébiscite, je suis d'accord. Mais par respect à Saint-Louis, je ne peux pas dire à la presse, moi, n'est-ce pas, venez me soutenir, je veux être maire. Mais en vertu de quoi? Ça doit être un débat interne au niveau de Saint-Louis. Qu'on sache ce qu'on veut. Je réfléchis, vous réfléchissez, chacun se dit, écoute, maintenant, quel profil de maire que nous voulons? Quel conseil municipal que nous voulons? Est-ce qu'on va continuer à faire ce qu'on fait ou il faut changer de paradigme en faisant cette fois-ci, nous qui sommes là, qui nous couchons ici, qui subissons tout, nous prenons cette ville en charge. Et dans cette réflexion, je suis dans cette réflexion avec tout le monde. Mais soyez certains, si les gens qui vont s'attendre à ce que maître dise à la presse que je suis candidat attendront longtemps. Maintenant, si dans le cadre de cette réflexion, les Saint-Louisiens pensent que j'ai un rôle important à jouer, je dis que je le mérite. Je me suis toujours investi à Saint-Louis et je pense que j'ai les capacités morales et intellectuelles encore pour apporter quelque chose à ma ville. Le message est clair. Donc, vous, Saint-Louisiens, vous internautes de Ndaragne Info, nous allons devoir attendre pour voir la déclaration de Maître Abba Talib Gueye par rapport à la municipalité de Saint-Louis. Maintenant, Maître, 2024 se profile. Pensez-vous que le président Macky Sall va se présenter ou il va simplement tirer des leçons du passé, c'est-à-dire le 23 juin d'Abdoulaye Wade? Je vais vous dire une chose. Vous savez, le 23 juin d'Abdoulaye Wade, si le président Abdoulaye Wade voulait que ce 23 juin n'ait pas lieu, il l'aurait fait. Mais le président Macky Sall nous a montré ici cet exemple. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait barricadé. Il aurait barricadé l'Assemblée et tout. Que personne, n'est-ce pas, faire en sorte que les gens restent dans leur quartier. Mais le président Macky Sall l'a fait. Mais le président Abdoulaye a dit que, écoutez, je laisse. Et il a fait lecture de ça. En disant que, écoutez, puisqu'il est fidèle à ce que Dieu, moi, je ne vais pas aller au palais en marchant sur des cadavres. Il a reculé. Il a reculé. Maintenant, 2024, vous savez, moi, si vous allez dans ma page, lorsque on a voté la dernière constitution, j'ai fait, bon, je suis juriste, même si je ne suis pas un professionnel, n'est-ce pas, du droit constitutionnel. Nous avons l'intelligence, la technique juridique pour lire. J'ai ouvert, n'est-ce pas, la constitution de 2002 d'Abdoulaye Wade et le projet de Macky Sall. Pour ce qui concerne le mandat, 2002, qu'est-ce qui est écrit par Abdoulaye Wade? Le mandat présidentiel est de 7 ans. Nul ne peut avoir plus de 2 mandats. Et qu'est-ce que Macky Sall aurait dû changer? Uniquement le 5 par 7 et laisser le texte intact. C'est-à-dire, il aurait dit que le mandat présidentiel est 5 ans, nul ne peut avoir plus de 2 mandats.
Arrêtons-nous ça. Lorsque nul ne peut avoir plus de mandat, ça signifie quoi? Si vous avez c'est-à-dire pas plus de 2 mandats, que ça soit collé ou pas collé, c'est-à-dire vous pouvez avoir un mandat et qu'il y ait 2 présidents qui viennent et que vous allez encore un autre mandat, dans ce cas-là, même si ce ne sont pas des mandats collés, c'est terminé parce qu'on dit que plus de 2 mandats. Mais qu'est-ce que Macky Sall a mis dans la Constitution? Il a rajouté que nul ne peut avoir plus de 2 mandats consécutifs. Mais le terme consécutif a son importance dans ce texte. Ce n'est pas uniquement un problème de sémantique. Ce n'est pas uniquement un problème de sémantique. Consécutif, c'est quoi? C'est-à-dire collé. C'est-à-dire c'est ce qui est interdit. On n'interdit que d'avoir plus de 2 mandats collés. Ça veut dire qu'un président peut être X fois président. L'essentiel, c'est qu'il ne dépasse pas 2. Donc, ça, vous pouvez avoir 2, faire comme Poutine, amener quelqu'un, le financer, lui dire que, écoutez, vous allez faire un mandat, après je reviens. Parce que c'est tellement ce qui est interdit, c'est les 2 mandats collés, plus de 2 mandats collés. Or, pour 2024, je dis que moi, ce qui m'alarme, c'est 2 choses. La première chose, n'est-ce pas, c'est lié à non seulement, je dis, par ce texte, mais par une jurisprudence qui est déjà sortie. N'oublions pas, lorsque le président Macky Sall est tellement intelligent, lorsqu'il voulait lancer un pot de sonde en disant que, écoutez, moi je ramène le mandat à 5 ans, on a dit que le mandat actuel, mais il n'avait pas besoin de demander au Conseil constitutionnel. Mais il a demandé un avis, on lui dit que ce mandat-là, la durée de ce mandat-là ne compte pas. On parle du mandat. Le mandat, c'est le mandat, la durée du mandat, c'est le mandat tout. Si on lui dit que, écoute, ce mandat-là, pour la durée, ça ne compte pas, mais demain ne soyons pas surpris qu'on dit que par rapport à la computation, n'est-ce pas, ce mandat ne compte pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième alerte, c'est que tous ceux qui parlent de l'impossibilité pour le président Macky Sall, qui sont dans son camp, qui disent que maintenant, écoutez, n'est-ce pas, le président ne peut pas faire un 3e mandat, ils l'ont foutu, il a été sanctionné. Et maintenant, certains de ses proches commencent à sortir de plus en plus pour dire l'éventualité d'un 3e mandat. Et le président ne veut pas trancher la question en disant que ce n'est pas le moment. Mais quelque chose dont vous êtes sûr, mais je ne suis pas... C'est terminé, vous le dites une fois, c'est terminé. Mais lorsqu'en définitive, vous laissez la spéculation faire son cours, n'est-ce pas? Avec cela, moi, je ne sais pas. Maintenant, attendons voir. Sous peu, il y aura en définitive le nouveau gouvernement. Par rapport aux démarches qui ont été faites avec l'opposition, parce que le président Macky Sall a amené l'implosion tant au niveau du PS qu'au niveau du Parti démocratique sénégalais. Il a implosé ces partis-là. De telle sorte que, pour faire en sorte, parce qu'en définitive, comme il le fait pour son parti, pour qu'il n'y ait pas de visibilité par rapport à des gens qui sont capables de dire que, écoutez, nous allons nous présenter pour 2020. Pour montrer que lui, c'est l'homme idéal, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse le remplacer. Il n'y a que Sonko qui s'agite. Maintenant, est-ce que d'ici là, on ne lui chercherait pas querelle? On lui cherchera querelle pour que lui aussi, pour qu'il ne soit pas éligible. Et il dit, il y a tout ça. Non, Idi n'a encore rien dit. C'est comme je dis, le prochain gouvernement, on verra. Là où les compromis et les compromissions avec l'opposition, si ça a réussi, s'il y a beaucoup de membres de l'opposition qui étaient dans l'opposition, non seulement en rentrant, ils se discréditent, parce que vous savez, actuellement, quelle que soit la cote du président Macky Sall, dès que vous quittez, vous entrez, vous perdez tout. Vous n'êtes plus perdant comme gagnant. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il est assez intelligent, tel que je le connais. S'il a encore des ambitions pour 2024, je ne pense pas qu'il fasse chemin ensemble avec Macky Sall. S'il le fait, c'est parce qu'on peut peut-être commencer à croire ceux qui disent que Macky va partir et qu'en définitive, il veut que quelqu'un qui ne lui créera pas des problèmes, qui ne créera pas de problème avec sa famille, qui le laissera partir pour puisse être, et peut-être dans ce cas-là, Idriss Seck, un homme très avisé, peut-être cet homme.
Et si jamais Macky Sall, le président Macky Sall décide de se présenter, comment allez-vous faire? Mais je vais vous dire une chose. Moi, au Sénégal, rien ne me surprend. Rien, absolument rien ne me surprend. Parce que on affame les gens. On attend la veille de l'audience quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Vous lui donnez 10 000 francs, donnez-moi, allez voter. Et vous venez, vous prenez ces 10 000 francs. Mais qu'est-ce qu'il va faire? La majeure partie est analphabète. Or, les gens qui bénéficient de la DER, les gens qui bénéficient de la bourse familiale, la carte d'égalité de chance, mais c'est qui? Mais ce sont des gens, n'est-ce pas, bien entretenus, mais ces gens-là, ce que Macky dira, c'est ce qu'ils feront. Parce que pour eux, il a fait ce que personne n'a fait pour eux. L'essentiel, s'il part, peut-être, on changera leur mode de vie parce que ce minimum qu'ils recevaient, ils ne le recevront plus. Et le Sénégalais, je dis, les gens par conviction politique, ici ça n'existe pratiquement pas. Les gens, ce sont des intérêts, ce sont leurs intérêts. Et vous avez vu, aujourd'hui on est bleu, demain on est marron, etc. etc. Même les hommes politiques sont très changeants. La population ne sait pas à quoi. Pour eux, les termes de mandat, ce ne sont pas des enjeux. L'essentiel pour eux, c'est que le président continue à leur faire penser, à leur faire rêver. En leur donnant un peu, et c'est pourquoi moi je ne suis pas surpris. Si le président dit que 2024, je vais me présenter, d'autant plus que les Américains et les Français, leurs intérêts sont sauf au Sénégal, et ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, je le dis parce que, rappelez-vous du Tchad, lorsqu'ils avaient des problèmes avec Kadhafi, ils étaient avec Hissène Habré, et malgré toutes les atrocités qu'on lui reprochait dans ça, ils avaient fait de la sourde oreille. Mais c'est lorsqu'ils ne défendent plus leurs intérêts qu'ils sont allés chercher maintenant Idriss Déby. Ils l'ont armé, etc. Donc, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts. S'ils voient que c'est Macky encore leurs intérêts, ils parleront sur le principe, mais ils ne diront rien. Et pour ce qui concerne les pays de l'Union africaine, vous avez vu, en définitive, c'est pratiquement ceux qui sont les plus en vue qui cherchent un troisième mandat. Et à partir de ce moment, vous avez vu, le président Macky Sall est très influent au niveau de l'UMOA. Jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu d'une façon systématique condamner ce principe. Parce que si on croit à un principe, il faut défendre ce principe. Merci. Et pour terminer, il faut revenir bien sûr sur les propos du président Macron. Ça fait l'actualité, on en parle. Comment jugez-vous cette sortie pour la défense des caricatures envers le prophète? Oui, vous savez, ce coronavirus ne sortira pas tout de la France. Parce qu'en fait, eux, ils ont tout essayé en matière médicale et tout, ça n'a pas réussi. Mais c'est parce qu'il y a autre chose. Mais le prophète d'Allah, combien de gens croient à l'islam, mais croient au prophète? Son image est tellement parfaite que personne, même il est interdit d'essayer, n'est-ce pas, de reproduire son image parce que personne ne peut reproduire son image. Même dans les films, vous voyez. Mais vous vous appropriez en disant que nous faisons des caricatures pour faire injure à des millions, à des milliards dans leurs croyances. Et non de quoi? Ça c'est pas la liberté de presse. La liberté de presse, c'est respecter les croyances d'abord. C'est être à équidistance. Mais lorsque vous attaquez, vous n'êtes plus à équidistance. Et à partir de ce moment, vous dites que vous aurez la paix. Macron est en train de creuser sa propre tombe. Et je dis que ce qui va se passer, parce que j'ai dit qu'ils ont maintenant très peur, parce que partout ailleurs, ce lever de bouclier, ils ne s'y attendaient pas. Je ne dis même pas le boycott, mais il peut y avoir énormément d'attentats, parce qu'on a vu qu'en France, ceux qui étaient les plus modérés, maintenant commencent à se radicaliser, parce qu'ils n'ont que le prophète, ils n'ont que l'islam. Ils ont intérêt à arrêter. C'est la France, personne ne fait ça. Les caricatures du prophète, aucun pays ne le fait, c'est la France. C'est de la provocation. Moi, lorsque vous provoquez, attendez-vous
au retour du bâton. Et ce qui est sûr, je dis que non seulement Corona ne sortira pas tout de la France, mais je dis que la France n'a qu'à s'attendre, n'est-ce pas, si elle ne recule pas, à une recrudescence des attaques terroristes. Merci, le message est lancé. La discussion a été alléchante, maître. C'est l'occasion pour nous de remercier nos techniciens qui sont toujours derrière, Flash, Mara et Balizo et tout le personnel de Nerland Info. Maintenant, pour terminer, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est d'abord de demander pardon à tous si j'ai dit des mots de trop, qu'ils m'excusent aussi de la passion. Mais je dis que moi, ma passion c'est Saint-Louis. Lorsque je parle de Saint-Louis, lorsque je parle de la Linguère, je suis passionné. Ils le comprendront aisément et ceux qui me connaissent le savent. J'ai dit des choses que je ne devrais pas dire. Je ne suis qu'un humain. Vraiment, je demande, et que pour froisser qui que ce soit, je demande humblement pardon. Et enfin, je vous souhaite bon vent et je suis certain, de par votre professionnalisme, n'est-ce pas, en ayant, comme je l'ai dit, l'équidistance vis-à-vis des partis de confession de tout le monde, je suis certain, parce que vous avez commencé, qu'il n'y a aucun doute que vous réussirez. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Ma passion, c'est Saint-Louis, et je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Tels sont les mots de maître Aline Abatalib Gueye, qui a aujourd'hui tenu un discours alléchant, un discours patriotique et un discours d'encouragement. Nous ne le remercions pas assez. Merci, chers internautes, de toujours porter votre choix sur notre chaîne Nerland Info. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une nouvelle émission. Merci.